Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie et le privilège de recevoir une très grande personnalité française, Pascal Légitimus. Pascal, bonjour, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Soyez le bienvenu. Surtout, soyez le bienvenu chez moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation d'Albert Camus. Ça commence bien, Camus, Légitimus, ça rime. Voilà, ça rime. Parfait. Qui soulignait pour se présenter « Je suis un artiste parce que je veux être libre dans un monde qui ne l'est pas. » Et vous, Pascal, qui êtes-vous ? Alors, il y a... qui je suis. Bon, c'est difficile de se définir, mais c'est vrai que j'adhère plutôt à cette maxime, à savoir que, issu par l'ADN, par mes ancêtres, de l'esclavage d'un côté, et du côté de ma mère, qui est arménienne, nous avons le génocide arménien, donc ce sont deux drames complémentaires et différents. Il était normal que j'eusse emprunté l'humour pour me désengorger, voilà, pour prendre du recul par rapport à cette société qui est quand même très anxiogène. Donc, ma personnalité a été forgée de manière à ce que je sois le plus libre possible, de ne pas avoir de contraintes, et puis surtout d'errer comme je l'entends, tout en respectant la nature et les êtres humains. Voilà, je me définis comme ça, comme quelqu'un d'assez libre, dans la mesure du possible, en tout cas de par mon éducation. Mais c'est vrai que ce que dit Camus est assez juste. Quand on se lève le matin, on va au travail, on a une demi-heure pour manger, on repart au travail, on rentre en fin d'après-midi, on s'occupe de nos enfants, de la famille, et puis on fait dodo. Donc c'est vrai que la notion de liberté là-dedans, le travail, quand on aime son travail, tout va bien. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui ne sont pas heureux. Moi, j'ai la chance d'être heureux parce que j'ai fait des choix. Alors, pas toujours facile, mais j'ai fait le choix d'être un peu plus libre et puis de ne pas être encadré dans un système qui m'empêche de m'épanouir. Alors, avant d'approfondir la réflexion, selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais quelle est votre plus belle qualité ? Si je m'attendais à ce genre de questions, eh ben dis donc. Alors plus belle, je sais pas, qualité, je pense que j'ai beaucoup d'empathie et je me définis vraiment comme un être humain, dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que j'ai été bien élevé par mes parents et j'avoue que j'ai beaucoup d'empathie pour les autres. Si je fais ce métier-là, c'est au départ pour moi, évidemment, mais ensuite parce que j'avais envie de transmettre et de mettre en transe. Voilà, d'être au service d'une cause. Et comme je vois que les êtres humains, en général, sont très malheureux, bizarrement, à cause de grandes carences affectives, je me dis que je fais un métier utile et nécessaire. Donc, toute ma personnalité est tendue vers l'autre, parce que ça me fait du bien de voir les autres heureux. Voilà, bizarrement, c'est un peu égoïste, mais en même temps, il y a un échange. Alors, Pascal, tout le monde vous connaît, vous êtes humoriste, vous êtes tout le monde me comédien. connaît, pas tout le monde, mais bon. Une grande partie quand même. Une partie, mais bon. Une partie, et je vais diviser cette interview peut-être en 2-3 parties. Je commencerai par la partie de l'humour, sur le côté humoristique. Selon vous, comment situez-vous et quelle est la limite entre le rire et l'offense dans le... Je pense qu'on peut rire de tout aujourd'hui, tout dépend de la manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pose souvent la question, peut-on rire de tout ? Parce que, à cause des réseaux sociaux, il y a des gens qui s'expriment. Au départ, quand on était à la télévision, on recevait des lettres. Mais les lettres, on ne lisait pas. Voilà, on ne lisait pas les lettres, il y avait des milliers de lettres, des gens qui approuvent ou qui désapprouvent. Aujourd'hui, les gens, grâce à cause des réseaux, je dis pas grâce à cause des réseaux sociaux, en direct, ils s'expriment. Donc on voit exactement la substantifique, la teneur de l'information, des états d'âme, des états d'hommes, des états de femmes, et on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent apprécier et des gens qui sont touchés en leur fort intérieur, parce qu'on les a vexés, parce qu'on... Mais en même temps, je dis qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. C'est-à-dire que si je fais une vanne et que ça ne plaît pas à Monsieur X, et que ça plaît à Madame Y,
que Monsieur X, voilà, ne commence pas à m'attaquer parce que ça lui a pas fait plaisir. À ce moment-là, qu'il éteigne sa télévision, qu'il éteigne son poste de télé, sa radio, qu'il n'aille pas au théâtre. Donc, c'est compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'on peut rire de tout, comme je l'ai dit au début. Mais il faut maintenant s'adapter. Comme je dis souvent, je ne dis plus maintenant le téléphone arabe, parce que je pense que ça peut vexer. Je dis maintenant les kabyles téléphoniques. Je ne dis plus un nain, je dis un homme verticalement concentré. Donc je trouve d'autres formules pour m'exprimer. Et exprimer, ça veut dire quoi? C'est primordial que ça sorte. Donc je pense que parfois les humoristes, je ne me considère pas comme un vrai humoriste, comme plutôt un acteur qui fait rire, mais les humoristes, un peu comme les philosophes, sont chargés de restituer la vibration du monde avec un point de vue, parce que ça fait du bien de dire tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas. Oui, c'est ça, mais alors en quoi l'humoriste que vous êtes permet-il de questionner sur le monde? Déjà, je ne questionne pas le monde, je me questionne moi-même. C'est-à-dire que c'est mon point de vue à moi, ce que j'en pense, ce que je ressens, qui me permet de dire, voilà, tiens, une fois, il y a eu le Bataclan, ce drame horrible, et moi, évidemment, ça m'a touché, et donc j'ai eu envie d'exprimer un sentiment fort de rage, de colère, que j'ai transformé dans un sketch. Et donc, on m'a dit au début, mais t'es fou, tu vas pas faire un sketch sur Daesh? Je dis, si, je vais faire un sketch sur Daesh. Enfin, sur Daesh, sur le terrorisme en général. Et ce sketch, je l'ai testé en Tunisie, d'abord. Maso comme je suis, ça a très bien marché, parce que j'avais un personnage, et du coup, j'ai pu m'exprimer, moi ça m'a fait du bien, et ça fait du bien aux personnes qui étaient dans la salle, parce qu'ils riaient d'un phénomène qui était quand même très, très aggravant et très grave, et c'est un peu comme un bouton qui a du pu, on appuie dessus pour que ça sorte, voilà. Donc j'ai servi d'exutoire tout simplement, et moi ça m'a fait du bien ainsi qu'au public, et j'ai joué ce sketch pendant 2 ans, et je l'ai imprimé dans mon spectacle, qui s'appelle Legitimus Incognitus, voilà. Donc parfois, et aussi le mariage pour tous, j'ai voulu m'exprimer sur le mariage pour tous, donc j'ai imaginé un couple d'homosexuels, pour terminer, donc ils ont un fils, qui est hétéro, et il veut faire son coming out. Oui, excellent. Donc j'ai inversé les valeurs. Et du coup, les gens ont ri de quelque chose dont on pourrait dire, ah oui, effectivement, ouais, pourquoi ça gêne quelqu'un que 2 hommes s'aiment? Je veux dire, s'ils s'aiment. Oui, mais c'est interdit, c'est pas bien la religion. Mais c'est pas ton problème. En quoi ça te concerne? Chacun vit dans son giron, dans son espace. Est-ce que moi je m'occupe de la voisine? Non, enfin voilà. Et quel est parce que là, vous émettez des faits de société, en effet, et quelle est la part de responsabilité morale que vous avez en tant qu'humoriste? Elle est très grande, cette responsabilité, parce que les gens nous observent, les gens nous regardent, les gens nous aiment. Nous sommes aimantés dans les 2 sens du terme. Donc, faut faire attention. On a quand même une particularité, c'est d'être en lumière contre les ombres. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que les ombres ont besoin de la lumière pour s'exprimer. Donc, j'avoue que oui, il faut faire attention aujourd'hui. On a une responsabilité. À partir du moment où on est médiatisé, à partir du moment où il y a un minimum de 10 000 personnes qui vous suivent, voilà, faut pas faire de faux pas. Mais quelle est la réponse? Parce que dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Quelle est la réponse finalement que le public attend de vous? Alors moi j'ai 2 axes, les divertir, et si un peu ils peuvent réfléchir, moi, sachant que le rire, comme disait Bergson, ça renforce les défenses immunitaires. Donc faire rire les gens, c'est les rendre heureux, mais en même temps on peut les guérir. Le stress et la peur, ce sont des phénomènes anxiogènes qui créent du stress oxydatif et qui font vieillir nos organes. C'est-à-dire qu'il y a un petit liquide d'acidité qui fait vieillir. Donc à un moment donné, entre la peur et le stress, je préfère faire rire les gens. Donc moi les films d'horreur j'aime pas, donc je vais pas les voir parce que c'est crédible. Mais non, j'avoue que je suis à la bonne place. J'ai l'impression d'être utile et nécessaire dans cette société. Je suis un des maillons forts. Oui, je peux m'enorgueillir de ça. Pour que les choses bougent un petit peu, en toute modestie. Voilà. Mais est-ce que le rire, selon vous, est aussi une fuite de la réalité? Question vaste. Alors,
Non, au contraire, je pense que pour faire rire les gens, il faut se plonger dans la réalité. Au contraire, il faut observer, regarder, analyser, voir ce qui ne va pas, parce qu'on ne fait pas rire avec du bonheur, ça je l'ai toujours dit. Donc forcément, plus il y a de drames, plus c'est drôle. Le premier gag, c'est le type qui tombe sur une peau de banane, ben on rigole, ou alors l'arroseur arrosé. Ce sont les premiers gags visuels. Non, la réalité, malheureusement, en fait, pour résumer, si les gens étaient propres, bon, ben, il n'y aurait pas de savon, il n'y aurait pas de bain-douche. Si les gens étaient... Et puis il n'y aurait pas d'éboueurs. Si les gens étaient gentils, eh ben, il n'y aurait pas tout ce phénomène agressif. Plus il y a de cons, plus il y a du travail en fait. Oui. Voilà, mais c'est tout simple. Hein. Si les gens étaient gentils et respectueux, comme ils le sont au Japon, on perd son portefeuille. Le lendemain, on revient au même endroit, le portefeuille n'a pas bougé. En France, au bout de 10 secondes, donc question d'éducation. Je pense qu'on est dans un pays où parfois il y a un manque de respect. Je crois que les gens sont mal éduqués. Ouais, je crois que la famille ne fait pas son travail, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais on n'est pas un des pays les plus... Alors oui, il y a du fromage, du foie gras, de la choucroute, Biarritz, Saint-Tropez, voilà, le Cantal, le Pinard. Oui, super, mais en matière d'humanité, je crois que la France... D'ailleurs, les étrangers le disent souvent. Quand j'ai un pari, je demande de l'heure, putain, on m'envoie chier. Putain, au Japon, on demande l'heure, le type, il va même vous accompagner à l'endroit où vous vouliez aller. C'est-à-dire que... Voilà. Donc je pense que nous, les artistes, on est au service d'une cause, on sert à quelque chose. Tout en, évidemment, se faisant plaisir, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous utilisez l'humour pour révéler la réalité ou pour montrer la vérité? Oh, c'est un peu des deux. Je crois qu'on restitue la réalité avec un point de vue. On ose dire tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas, je pense. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'exprimer une opinion, donc, ah oui, Coluche, quand on écoute Coluche, ah bah oui, il a raison. Nous, quand on a fait le sketch, salut mec, ça va, tu vas bien? On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton fric, ton blé. On se dit, mais oui, c'est vrai, mais putain. Et de fait de l'entendre, ah putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui râlent tout seuls chez eux. Ah putain, ma feuille d'impôt fait chier. Ah, puis j'ai l'URSSAF, j'ai l'IRCEC, j'ai la TVA, mais puis quand est-ce que ça s'arrête? Là, j'ai appris que Barnier, il avait 26 000 euros de retraite, le Premier ministre. Bah alors, et puis ce qui se passe là, tous les paradis papers, là, les paradis fiscaux, si on allait chercher l'argent là-bas, le trou de la Sécu et puis notre dette, elle serait remplie. Pourquoi ils vont pas chercher le pognon là-bas? Donc, les gens se plaignent. Nous, on restitue ça avec des films, des images, des caricatures, des sketchs, des chansons. L'art sert à ça, quelque part. C'est un exutoire, ça fait du bien. Quelle définition donnez-vous de l'artiste que vous êtes? Vous êtes un artiste, mais qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui, à sa manière, rend les choses plus joyeuses, plus jolies, plus belles, je crois. En tout cas, un artiste en général, pour moi, se doit de déclencher des émotions. Donc vous déclenchez des émotions en effet par l'humoriste que vous êtes, vous déclenchez aussi des émotions par le comédien que vous êtes. Vous êtes actuellement au Théâtre de Paris avec le Duplex, ouais. en ce moment. Et donc je viens à la seconde partie de l'interview. Pascal, quelle est la frontière entre le personnage, le Duplex que vous incarnez, et vous-même? Il y a un gros fossé parce que mon personnage c'est un enfoiré, je le dis, un enfoiré de première, un fourbe, un lâche, un veule, un couard, un menteur. C'est une espèce de Iago qui essaye de fomenter une espèce d'arnaque pour récupérer un appartement qui est au 5e, lui il habite au 6e, donc avec sa femme. Il veut faire un duplex, donc il met tout en œuvre. Mais il va jusqu'au bout de son hypocrisie, de son escroquerie. Alors que c'est un bobo, hein, je veux dire. Il essaye donc de récupérer l'appartement de deux petits vieux. Donc il fait tout avec sa femme, tout.
pour que le petit vieux et sa femme s'engueulent, divorcent. Et donc, évidemment, dans la vie, je ne suis pas comme ça. C'est un rôle de composition. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est ça qui est jouissif, c'est d'avoir des challenges. Moi, j'aime bien endosser des costumes ou des rôles qui sont à l'opposé de moi. Et c'est là où il y a du travail et de la jouissance. C'est le travail pour aboutir à ce personnage-là, c'est le chemin qui est intéressant. Évidemment, c'est de composer quelque chose de plus subtil. Plus c'est loin de moi, plus je m'amuse. Si je me restitue, je m'ennuie. Voilà. Et comment arrivez-vous à revêtir la peau d'un personnage tout en restant vous-même? Ce n'est que du travail, c'est de la distanciation. Évidemment, c'est à force de travail. Quand j'entre chez moi, je ne suis pas fourbe, veule, menteur. Bien au contraire. Sinon ma famille m'en voudrait. Non, j'identifie les sentiments, je les analyse, et je me les approprie, je les restitue. Voilà, c'est du travail. En même temps, je fais ça depuis tout petit, ça fait donc 55 ans que je travaille, j'en ai 65. Bon, je commence à maîtriser un petit peu le process, mais il y a toujours une jouissance d'entendre les gens rire ou de réagir. À un moment donné, je dis une phrase je dis à ma femme dans la pièce de théâtre, je lui dis je peux te dire qu'en 40, l'appartement, on l'aurait eu plus facilement qu'aujourd'hui. Et j'entends les gens dire « Oh !» Et moi, je dis j'ai atteint mon but. Les gens ont réagi. « Ah, il n'est pas sympa !» À la fin, quand je fais des selfies à la fin du théâtre, c'est Pascal Légitimus. Ils me disent « Et non, vous y allez, hein, on vous aime, allez, photo !» Bon, voilà, les gens font le distinguo entre le moi, Pascal, et le personnage qui est horrible. Et oui, et alors, entre le moi et le moi-même, où vous situez-vous? Là, on est dans le vitriol, comme dirait l'autre. Il faut tailler sa pierre, et puis... Non, mais je fais un travail sur moi depuis des années, dans le sens où j'essaye de gommer un peu toutes ces aspérités qui sont peut-être des digressions, qui sont un peu négatives, mais je pense que j'ai été bien élevé, mes frères et sœurs et moi, on a été bien élevés, respect des hommes et de la nature, donc... j'ai plus un travail sur la carence affective, parce que ma mère est décédée, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Une carence affective, donc j'ai essayé de pallier avec des amis, une famille, mes frères et sœurs, avec des joies, des petites joies de tous les jours. Donc j'essaye de vivre l'instant présent, ça c'est très important. Et puis j'ai créé un spectacle où je parle de mes origines, qui m'a permis de faire une espèce de psychanalyse. Donc je suis serein aujourd'hui. Et comme j'ai une devise qui s'appelle « ni pute ni dupe », je pense qu'on mettra ça sur ma tombe, ça voudrait dire donc, cette maxime voudrait dire que je suis quelqu'un de... Voilà, je sais où je mets les pieds, je fais attention, je vois clair, donc je suis assez serein, pour résumer. Voilà. C'est intéressant, ça, ce que vous dites, parce que vous écrivez... Oui, c'est intéressant ce que je dis, mais bien sûr. Sinon, quel est l'intérêt de cette interview? mais voilà, vous écrivez des spectacles. Et l'écriture est-elle pour vous un espace de certitude ou d'interrogation perpétuelle? C'est toujours de l'interrogation pour que ça devienne de la certitude. C'est-à-dire que d'abord de l'interrogation, et après on essaye de planter son clou pour affirmer les choses. Mais je pars d'abord le terreau, c'est qui? C'est vous, c'est le public, ce sont les gens, les êtres humains. Donc on prend cette matière-là et qu'est-ce qu'on en fait? Ça donne des clowns, ça donne des beaux tableaux, ça donne des belles chansons, des belles pièces de théâtre. Ce ne sont que des points de vue d'artistes qui ont une manière de s'exprimer. Par exemple, on pourrait dire à un peintre, à Renoir, allez, toi, tu vas peindre ce palmier, et à Picasso, peins ce palmier. Tous les deux, ils vont peindre un palmier, mais c'est pas la même vision, alors que c'est le même palmier. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine quantique, c'est-à-dire que tout ça, c'est moléculaire, ça n'existe pas, c'est vide. Et donc nous, on projette des images, mais comment, qu'est-ce qui fait que, sachant que le palmier c'est le même, mais qu'est-ce qui fait que la vision, au final, le travail n'est pas le même? Pourquoi? Ouais, ça. C'est comme quelqu'un, on est tous des êtres humains, mais on n'a pas le même nez, alors on est tous des êtres humains. Par contre, le cœur c'est le même, le sang c'est le même, les os c'est... Donc, je crois que c'est l'esprit. Il y a la matière, puis il y a l'esprit. Mais alors, est-ce que quand vous écrivez, est-ce le miroir de la société que l'on voit à travers votre écriture, ou votre miroir vous-même? Ah non, c'est... écoutez, la question, la réponse est dans la question. Il y a un peu des deux. Je restitue quelque chose, mais je le difforme un peu.
je le déforme même. Allez, soyons, je le déforme. Mais c'est une information. Pour vous dire, regardez ce qui se passe. Regardez comment moi je vois les choses. Je vois ça comme ça, moi. Vous en pensez quoi? Après, il y a un débat. Hein. J'avais fait une pièce de théâtre en 2016 qui s'intitulait Non à l'argent de Flavia Coste avec Claire Nadeau, Julie Debona, Philippe Lelièvre. Mon personnage gagnait le ticket du loto, il gagnait 162 millions d'euros. Ah oui. Et il les refuse. Donc les gens se disaient, mais pourquoi il les refuse? Je disais, venez voir la pièce. Donc les gens venaient au théâtre pour dire, mais pourquoi ce mec refuse? Donc il y avait un débat, j'émettais donc des opinions, des arguments pour dire pourquoi je refusais cet argent. Et en face, j'avais donc ma mère dans la pièce, mon meilleur ami qui était aussi mon patron, et ma femme. Et tous les trois ne comprennent pas. Donc il y a moi, contre les trois, c'était la guerre. Donc il y avait un débat et c'était intéressant. Donc on a soulevé un problème dans lequel on pouvait s'identifier. Si tu reçois 100 millions, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de cet argent, toi? Tu vois, tu dis, ah ben moi j'achète une voiture, j'achète. Ben moi je dis non, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que ça détruit tout. Avant j'avais rien, et puis là si j'ai tout, ça va changer ma vie. Je comprends. Donc moi je comprenais le personnage. Écrire, est-ce une forme de mission ou de liberté? Pour moi, c'est pas une mission, c'est plutôt une manière de m'exprimer. Ça libère. Je suis libre. J'ai pas quelqu'un qui me dit, hey, tiens, tu fais ça. Non, moi je m'exprime, je propose, et puis les autres disposent. Mais alors des fois on me propose alors je fais des choix, mais en fonction de ce que moi j'ai envie d'exprimer. Et quelle est la différence dans l'écriture entre le réel, la part de réel, et la part d'imaginaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on part du réel, et encore, quoique le réel, c'est relatif. Oui. Mais c'est bien d'inventer des choses. En fait, on n'invente rien. Comme dirait l'autre, rien de nouveau sous le soleil. Le fond, c'est le même, c'est la forme qui change. Voilà. De manière générale, de toute façon. D'ailleurs, les êtres humains sont comme ça. L'intérieur, c'est... Mais l'esprit, la manière dont les gens pensent, c'est en fonction du terreau culturel, de l'éducation. Dans une même famille, vous allez avoir 4 enfants, ils ne vont pas réagir pareil. Ils ne vont pas être élevés pareil, alors qu'ils vont recevoir la même éducation. Qu'est-ce qui fait que... Donc là... Et de manière générale, est-ce que vous pensez que l'art doit être subversif pour être pertinent aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Ah, ouais. Moi, la critique gentille, ça sert à rien. Non, il faut bousculer. Parce que les êtres humains sont mauvais, quelque part. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a de la famine? Il y a encore des enfants qui crèvent de faim? Pourquoi il y a de l'injustice? Pourquoi il y a des dictateurs? Pourquoi on nous ment? Pourquoi on nous dit ceci? Pourquoi il y a les gilets jaunes? Pourquoi il y a les agriculteurs? Pourquoi il y a des grèves? Pourquoi ceux d'en haut, ils ont de l'argent, et puis nous, on n'a rien, et puis on nous ponctionne? Donc je crois qu'il y a... aujourd'hui, on est dans un contrôle. On a l'impression... C'est un peu comme les esclaves à l'époque. On leur disait, voilà, maintenant, tu travailles pour le maître. Voilà, on te donne à manger, on te donne une case, et puis tu travailles pour le maître. Maintenant, tu es libre. Maintenant, la case, tu vas payer le loyer, et la nourriture, tu vas l'acheter. Mais c'est le maître à qui tu vas acheter ça, et à qui tu vas payer un loyer. Donc, en fait, l'esclavage n'a pas changé. Là, on est dans un esclavage économique. Alors, je ne vais pas faire trop de politique, mais à un moment donné, plus les gens sont énervés, plus les gens sont dans une espèce d'injustice, faut que ça sorte. Donc, l'art sert à ça. Une toute dernière question, Pascal. Êtes-vous heureux? Ouais. Je suis heureux. Ouais, parce que je suis arrivé à un équilibre. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un travail, et tout est. J'ai des amis. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est qualitatif. J'ai fait le choix d'être entouré de qualité dans tous les domaines, parce que c'est du travail. Et j'espère que je le mérite. Mais il y a 30 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais fait encore du travail. Mais là, je peux dire que il y a encore des petites bricoles, mais c'est la peur. Alors aujourd'hui, c'est la peur d'être pauvre. Vous savez, vu que tout est fragile, de se dire, oh là là. Quand je vois des clochards dans la rue qui dorment sur des bouches d'égout, je dis, putain, j'espère qu'un jour je ne serai pas comme ce type-là, parce que du jour au lendemain, ça peut être comme ça. Hein. Donc c'est cette petite peur-là qui fait que, alors je pense pas, parce que je travaille, tout va bien, mais on ne sait jamais.
Merci de m'avoir reçu, Pascal. Merci infiniment pour ce beau moment. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite vraiment à vous dépêcher, à aller chercher vos places pour assister, pour participer au superbe spectacle Le Duplex au Théâtre de Paris. Jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. N'hésitez pas à offrir, c'est un très beau cadeau de Noël. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.